Europe 1 Soir Week-end, 19h12 et je salue Jules Torres et également Paul Melun qui veut pas me serrer la main. Tant pis pour moi, vous ça fait rien. Extrêmement bon, vous serrez la main en même je temps que vous présentez vers le micro. Les chroniqueurs, cher Guillaume. Je peux faire deux choses en même temps. Non, mais oui, mais les femmes disent que les hommes ne peuvent pas faire deux choses en même temps. Je vous serre la main par la pensée, Guillaume. Également, voilà, ils viennent de s'asseoir dans ce studio. Paul Melun qui est avec nous, donc écrivain essayiste, et puis Jules Torres, journaliste au JDD. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci de votre présence. Ensemble, nous allons recevoir Maître François-Xavier Cauzan, avocat au barreau de Toulon. Bonsoir Maître. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Europe 1. Maître, 85 000 prisonniers en France pour moins de 63 000 places. L'Assemblée nationale réfléchit à un système qui limiterait par la loi le nombre de personnes incarcérées via un blocage des admissions ou des sorties accélérées. C'est ce qui se dit. Serait-ce une fausse bonne idée ? Je pense que l'idée qui est soumise est très intéressante. On a un vrai sujet. Je pense qu'il faut arrêter de continuer à se voiler la face. Ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on essaie de décaler la réflexion. Et aujourd'hui, on en paie les conséquences. Vous l'avez résumé. Je crois que j'avais vérifié récemment les chiffres. Au 1er juillet, 85 000 personnes détenues, 62 500 places opérationnelles. Ça fait quand même un sérieux delta et certains établissements d'ailleurs connaissent 200, 220, 260% de taux d'occupation, ce qui est assez délirant. Aujourd'hui, en fait, je vais être sincère avec vous. Peut-être que je vais m'attirer les foudres de certains confrères, mais je pense que être pragmatique ne fera pas de mal. Vous avez des gens qui peut-être ont été placés en détention alors que d'autres solutions étaient possibles. Je prends un exemple que j'ai connu avec l'un de mes clients qui avait été placé en détention. Alors c'est pas très récent, mais c'est pas vieux non plus, parce qu'il n'avait pas payé la pension alimentaire. Je pense qu'on aurait pu envisager quelque chose d'autre. Oui, c'est la détention provisoire qui pose problème aussi. Ça pose problème également en France avec pas mal de milliers de détenus qui sont là pour attendre leur procès. Et un procès qui pourrait peut-être venir dans plusieurs mois, voire un an ou un an et demi. Est-ce que le système de caution à l'américaine pourrait être intéressant ? Le système de caution peut être intéressant selon effectivement les infractions pour lesquelles les personnes sont poursuivies ou condamnées. Vous avez également des solutions qui existent, ce qu'on appelle de manière un peu plus vulgaire le bracelet électronique, parce qu'aujourd'hui vous avez 18 000 personnes actuellement qui en ont un bracelet électronique en France. Et je pense que très sincèrement, on pourrait peut-être pousser l'exploitation de ce système, parce que je peux vous assurer que le retour d'expérience qui est le mien me permet de vous dire que pour les gens qui ne sont pas inscrits dans la délinquance, qui ne sont pas des délinquants d'habitude, c'est terriblement frustrant et c'est très mal vécu. Donc ça a du sens. Après, effectivement, il faut isoler ces personnes, des personnes qui sont extrêmement dangereuses et qui de toute façon doivent aller en prison. Ça, c'est une certitude. Justement, Maître François-Xavier Cauzan, vous évoquez le bracelet électronique. Est-ce que c'est une vraie sanction, le bracelet électronique, ou un peu juste une contrainte, un peu comme quand notre pays a connu l'assignation à résidence pendant le Covid ? J'exagère peut-être un peu, non, mais je vous pose la question. Je vais vous répondre sincèrement, il faut distinguer les profils. Si vous avez quelqu'un qui est condamné pour la 2e, 3e, 10e fois, ça n'a aucun sens. Soyons clairs et honnêtes. Et aussi, il faut signaler en fonction du logement, parce que si vous avez une peine sous bracelet électronique dans un 20 mètres carrés à Paris ou dans une hacienda à Toulouse, c'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose, je suis complètement d'accord avec vous. Par contre, si vous prenez un cas isolé, c'est-à-dire quelqu'un qui a dérapé, qui a été reconnu coupable, condamné, qui a déjà vécu sa première comparution comme quelque chose d'assez lourd, parce que ça existe aussi, le bracelet électronique, ça peut être une vraie solution. Pourquoi ? Parce que moi, les clients que j'ai et qui en ont bénéficié, qui ne sont donc pas des délinquants d'habitude, que les choses soient claires, ce sont des gens qui vous disent c'est terriblement frustrant d'être même dans son appartement, de voir l'extérieur, de voir le jardin et de comprendre qu'en fait on ne peut pas y aller, on ne peut pas dépasser telle limite préalablement fixée, parce que sinon le téléphone sonne et il faut qu'on s'explique, il faut que on prend des risques qui peuvent rapidement être assez délirants. Donc non, pas forcément, on se souvient à la famille Balkany qui avait fait quelques écarts à multiples, voire plusieurs dizaines de fois, et au final ça va pas été... Vous prenez un cas particulier. Oui, mais qui est parlant pour le coup. Fallait aller chercher le chien. Fallait aller chercher le chien. Très très parlant, c'était. Oui, puis le parc était un peu loin, était un peu grand. Donc bon, mais moi je peux vous dire que pour le commun des mortels, pour le français lambda, quand vous avez l'impossibilité de franchir la porte de votre domicile ou le portail de votre jardin,
qui n'est souvent pas un parc. Si vous êtes ce primo-délinquant, ça a véritablement du sens et je peux vous assurer qu'ils s'en souviennent. Après, j'insiste vraiment sur le fait que aujourd'hui, à mon sens, on a 3 problèmes. Le premier, c'est que vous l'avez dit à juste titre, la détention provisoire est trop longue. Mais elle est trop longue pourquoi ? Parce que, indépendamment souvent de toute bonne volonté, les moyens qui sont donnés aux magistrats et aux greffiers ne sont pas suffisants, de telle sorte que les procédures traînent, et puisque les procédures traînent, les détentions provisoires s'allongent. J'ai l'impression d'entendre la même interview que j'aurais pu faire avec vous il y a 10 ans ou il y a 20 ans. C'est quand même dramatique, ça. Je pense même 30 ans, même si je n'étais pas avocat il y a 30 ans, mais après 15 années d'exercice presque exclusivement dans la matière pénale, je peux vous assurer que je vois la situation qui était déjà pas très reluisante se dégrader et qu'aujourd'hui, on fait clairement du bricolage. Donc c'est pour ça que je vous dis que sans faire de politique et en étant totalement pragmatique et honnête, ces premières solutions qui ont été proposées par le ministre de la Justice me semblent être une bonne chose parce que ça peut poser les fondations d'une réforme qui ne pourra qu'être utile et bénéfique. Aujourd'hui, on est englué, voilà, on sature. On ne sait plus quoi faire, on est cordonnier du droit. Maître François-Xavier Cauzan, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Toulon. Merci de répondre aux questions d'Europe 1. Je le disais au début de cette interview, je vous posais la question par rapport à l'Assemblée nationale qui réfléchit à un système qui limiterait par la loi le nombre de personnes incarcérées via un blocage des admissions ou alors des sorties accélérées. Vous sembliez pour, mais en termes justement de réflexion, est-ce que les personnes qui ont un casier long comme le bras, si justement elles sortent en accéléré, c'est pas leur donner un blanc-seing pour continuer ? Mais c'est pour ça que moi, je veux faire une distinction. Alors attendez, on a un petit souci de connexion, on vous entend un peu mal, je vais rediscuter un petit peu avec mes éditorialistes, on vous rappelle dans 30 secondes, maître, à tout de suite. Non, mais Jules Torres, en effet, cette question de la surpopulation carcérale est évidemment un des sujets majeurs aujourd'hui du ministre de la Justice Gérald Darmanin. On a 135% d'occupation, 80, voire même 200 parfois. Voire même 200%. 29 par exemple, établissements. dans la prison des Baumettes à Marseille, c'est le cas. J'ai pu la visiter moi et en effet, c'est vrai qu'elle est surpeuplée. Il y a un autre quartier qui va être ouvert à la fin de l'année qui s'appellera Baumettes 3, mais ça résoudra pas le problème. Moi, il y a un débat que j'aimerais bien que le débat politique c'est le débat de la hiérarchie des personnes qui sont en prison. En prison, il y a une majorité de personnes qui, en réalité, ne sont pas dangereuses pour les concitoyens. C'est-à-dire qu'on parle de la criminalité organisée, des narcotrafiquants, mais... Oui, on dépeint le gros tableau qui fait peur, mais il n'y a pas que des grands méchants. Il y a ça, et il y a aussi des personnes qui sont incarcérées pour des cambriolages, des personnes qui sont incarcérées pour des fraudes, des personnes qui sont incarcérées pour un tas de crimes et de délits qui n'ont pas visé des personnes. Non-paiement, par exemple, de pension alimentaire, on se retrouve dans la case cellule, c'est difficile. Et par exemple, je parlais des cambriolages, il y a une grande différence entre un cambriolage et un homejacking. C'est-à-dire que quand vous vous en prenez à une maison où il n'y a personne, c'est différent que quand vous prenez en otage toute une famille. On a pu le commenter ces derniers temps. Donc il y a une vraie question, et je crois que le ministre va effleurer ce sujet dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Ce serait intéressant de voir si oui ou non on peut pas catégoriser, faire une sorte de hiérarchie des détenus qui pourra aller de 1 à 5, de 1 à 10, pour qu'on puisse aussi éviter cette surpopulation carcérale. Et l'autre tabou, évidemment, que l'on connaît tous, c'est la question des étrangers en prison. Il y a aujourd'hui 25% d'étrangers en prison. Je ne parle pas des binationaux, je parle bien des étrangers. Évidemment qu'on pourrait désengorger nos prisons en expulsant, même avant la fin de la peine, certains de nos détenus. Et j'ajoute que, comme l'a pu l'expliquer Gérald Darmanin cette semaine, c'est un OQTF, un prisonnier sur 10 est un OQTF, ce qui est Absolument. quand même impressionnant. Je pense pas qu'il y a autant d'OQTF que de Français dans la population. Et d'ailleurs, je vais même ajouter une précision à ce que vous dites. On pouvait jusqu'à maintenant, et Gérald Darmanin espère que ce ne sera plus le cas avec son fameux projet de loi sur la réforme pénale, quand vous étiez quelqu'un qui était en situation irrégulière sur le territoire mais en prison, on pouvait vous renouveler votre asile ou votre demande de séjour alors même que vous étiez étranger en prison. On marche sur la tête quand même.
Non, sur la première question que pose Jules, elle est effectivement, à mon avis, fondamentale. Et c'est presque d'ailleurs une question de philosophie, c'est-à-dire quel est le but ultime de la prison ? Est-ce que le but de la prison, c'est d'écarter des individus qui sont dangereux pour la société, qui représentent une menace pour nos concitoyens, parce que ils peuvent vous donner un coup de couteau au coin de la rue, parce qu'ils peuvent violer, parce qu'ils peuvent tuer, parce qu'ils sont dangereux pour tout un chacun ? Ou alors, est-ce que la punition a pour vocation de punir ? C'est-à-dire que on veut mettre les gens en prison, pas forcément parce qu'ils représentent un danger physique pour les biens ou les personnes, mais parce que ils ont commis un acte, c'est le cas de la délinquance en col blanc par exemple, un acte de fraude ou autre, qui nécessite qu'on leur donne cette punition qui est de se retrouver entre quatre murs avec des repas à heure fixe, des promenades limitées, une vie sociale évidemment tout à fait amputée, etc. Et tant qu'on n'aura pas statué sur cette question qui est éminemment complexe, on pourra se poser toutes les questions que l'on veut sur les moyens, sur la surpopulation carcérale, on ne fera que toucher partiellement le sujet. Alors, est-ce que, si vous voulez, ça doit être tranché de façon démocratique ? Est-ce qu'il faut avoir un grand débat citoyen démocratique où on associe un certain nombre d'experts du droit, voire les Français directement ? Moi, je suis plutôt partisan de cette option parce que je pense que la réalité, finalement, elle est peut-être un peu médiane entre ces deux écoles de pensée, mais je ne doute pas que Gérald Darmanin va réfléchir à cette question-là. Vous savez, ça fait partie des grandes questions. On se dit souvent quand on est peut-être au pouvoir, nous n'y sommes pas ici, mais que les gardes des Sceaux successifs se sont peut-être dit, bon, on va pas faire de la philosophie, on va pas se poser ces grandes questions, on va gérer l'urgence. Mais non, le rôle d'un homme d'État ou d'une femme d'État, c'est précisément de penser une grande politique pénale à long terme et donc de répondre à ce genre de questions. Europe 1 Soir, week-end 19h24 et nous retrouvons Maître François-Xavier Cauzan, avocat au barreau de Toulon. Maître, vous êtes avec nous ? Je suis là. Parfait. Donc justement, vous avez entendu peut-être les différentes propositions de Jules Torres, de Paul Melun, de revoir ça. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que ce ministre de la Justice, Gérald Darmanin, peut avoir les clés avec ce nouveau projet de loi pénale qui implique notamment la fin du sursis passé une première fois ou le retour à diverses solutions ? Mais complètement, et je rejoins le discours de Jules Torres, je crois, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il faut catégoriser effectivement les profils et les infractions. De 1 à 5, c'est ce que proposait Jules, effectivement. Oui. Par exemple, voilà, parce que c'est effectivement celui qui a commis un délit financier, si le délit est consommé, doit être condamné. Mais est-ce que pour autant le passage par la case prison va être déterminant ? Je pense sincèrement pas. On a quand même des choses beaucoup plus compliquées à gérer en France aujourd'hui. Et si on doit réserver en l'état de la situation, qui en plus constate un manque évident de places de prison, si on peut réserver les places de prison pour les délinquants les plus dangereux et pour les crimes les plus odieux, je pense que ça me paraît être du bon sens. Je vous rejoins aussi sur le point de dire que il faut faire confiance aux Français et les responsabiliser. C'est-à-dire que les amener à la discussion, c'est quelque chose qui sera, à mon avis, très pertinent. Parce que, quoi qu'on en pense, les Français, dans leur grande majorité, ont du bon sens. Et quand on leur explique les choses et qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer, ils ont parfois, eux aussi, des clés extraordinairement intéressantes parce qu'ils vivent dans ce qu'ils appellent la vraie vie. Maître, c'est un vrai constat. Maître, une question, vous qui êtes au contact direct des prévenus, avocats pénalistes au barreau de Toulon, justement quand vous avez des personnes qui ont peut-être pas forcément vocation à être avec les gros méchants, les gros narcos et qui se retrouvent dans des univers comme ça emprisonnés avec peut-être même un matelas par terre, de passer d'une vie classique à une vie somme toute qu'ils pouvaient même pas imaginer, comment on peut arriver à revenir après, à se réinsérer, puisque c'est quand même l'objectif finalement de réinsérer des personnes qui ont fauté? Très difficilement, parce que vous imaginez bien que pour celui qui a dérapé une fois dans sa vie, le choc carcéral, c'est quelque chose de véritablement traumatisant. Et puis, il y a une autre réalité, c'est que dans les prisons, il faut savoir parfois s'imposer. C'est-à-dire que vous prenez des gens qui sont a priori très calmes, mais qui, une fois à l'intérieur, pour éviter d'être pris à partie, rackettés, ou même parfois, je le dis clairement en choisissant le terme, pour survivre, deviennent des voyous violents. C'est l'école du banditisme, en fait, c'est ça. Mais selon les situations, c'est des communes. Grand banditisme. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Parce que quand votre famille vient vous voir au parloir et que on l'attend sur le parking du centre pénitentiaire ou à l'arrêt de bus le plus proche
pour lui dire si la prochaine fois, quand vous venez au parloir, vous ramenez pas ça ou ça, ça va très mal se passer pour lui à l'intérieur. Comment vous le gérez? Comment vous le gérez si c'est que c'est œil pour œil, dent pour dent? Alors, j'en suis pas fier, et attention, je ne milite pas pour ces réactions, mais quand on est dans cette fameuse vraie vie, et qu'on n'est pas rompu à l'exercice carcéral, c'est exactement ce qui se passe. Et moi, je peux vous dire que ce fameux père, qui effectivement avait fait n'importe quoi en ne payant pas plusieurs fois, très longtemps les pensions alimentaires, qui est passé 4 mois au centre pénitentiaire le plus proche de mon cabinet, qui n'est pas le plus désagréable si on opère une hiérarchie. Vous savez ce qu'il me dit 3, 4, 5 ans après, quand je le recroise parfois? Il me dit: je me réveille toutes les nuits à heure fixe parce que j'entends dans mon sommeil la clé qui tourne dans la porte de la cellule. Merci beaucoup. Alors ma question, elle est simple. Est-ce qu'il y avait sa place? Oui. Effectivement, merci beaucoup, maître. En tout cas, maître François-Xavier Cauzan, avocat au barreau de Toulon, d'avoir répondu aux questions avec sincérité d'Europe 1. Merci beaucoup. Dans un instant, nous allons évoquer avec Jules Torres et Paul Melun le gel des évacuations de Gaza vers la France. Quand je dis des évacuations, ce sont bien évidemment des personnes humaines. La faute à ces Palestiniens pro-Hamas qui sont arrivés chez nous et qui ont une haine prononcée des Juifs. À tout de suite sur Europe 1.